Bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé. Aujourd'hui, je viens vous parler de design. Au courant des dernières vidéos, j'ai abordé des sujets comme le design de donjon, le design d'intrigue, et bien aujourd'hui, je viens vous parler de X-Crawl. Qu'est-ce que faire du X-Crawl? Eh bien, c'est l'action de traverser des hexagones. Parfois, vous avez peut-être vu ça dans certaines aventures où vous avez une carte, et sur celle-ci, eh bien, vous voyez le territoire, mais celui-ci est divisé, en fait, il y a comme un filtre d'hexagone par-dessus qui veut montrer, en fait, différentes zones, et ainsi, vous comprenez que si vous vous déplacez d'une zone de plusieurs zones, eh bien, vous traversez plusieurs hexagones. Parce que, comme son nom l'indique, un X-Crawl, ce sont en fait des hexagones utilisés dans un jeu afin de représenter des zones de terrain et les distances. Et en ayant cette forme, un hexagone, ou plutôt une zone, on a l'impression justement qu'on peut se déplacer sur les 6 côtés. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite, on n'est pas dans une espèce de canot unidirectionnel, c'est 6 côtés, donc il y a un mouvement de 360 degrés. Quand on y pense, il n'y a rien de bien compliqué là-dessus en théorie. Je ne veux pas vous faire un cours sur les polygones. Un hexagone, ça a 6 côtés, et ça permet justement de comprendre qu'on peut aller dans tous les sens sans vraiment se sentir limité. Et bien sûr, chaque hexagone représente une zone précise dans laquelle il y a des éléments précis. Les hexagones sont également utilisés pour gérer les distances, en prenant des mesures dimensionnelles précises dans un seul hexagone à la fois. Donc on peut comprendre que si on traverse par exemple 4 hexagones, eh bien on avance d'une distance précise. C'est facile de voir combien est-ce qu'un groupe a parcouru de distance en une semaine selon votre système, selon les règles de distance que vous utilisez pour votre jeu. Certaines personnes vont en fait utiliser plus on va dire une mécanique de distance définie par les kilomètres, comme quoi, par exemple, traverser un hexagone, ce serait 6 km, admettons. Je dis n'importe quoi. Alors que d'autres, comme moi, c'est vraiment très personnel, j'y vais plus en termes d'heures. Je trouve ça moins difficile à gérer de dire que cet hexagone-ci prend 2 heures à traverser, cet hexagone-ci prend 4 heures à traverser, parce que celui-ci est un terrain plus difficile, et etc. Pour ma part, je trouve que ça permet une plus grande facilité puis une plus grande appropriation en fait du concept et de la mise en pratique, mais encore une fois, c'est très personnel. Bien sûr, les hexagones peuvent représenter différents biomes. Une tuile peut être remplie de désert, puis la tuile à côté peut être des montagnes ou même des prairies, par exemple. Et là, je viens vraiment de définir un peu le concept du X-crawling, mais je trouve ça plus intéressant de pouvoir m'arrêter à certaines utilisations au concept de celui-ci, ainsi afin de les décortiquer plus en profondeur pour voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Vraiment des éléments qui sont importants du X-crawl afin que vous puissiez, chez vous, dans votre confort de logis, prendre un papier et faire « Oh, je fais du X-crawl et voilà, ma map est prête et voilà ». Premier point que je veux mettre de l'avant pour du X-crawl, il s'agit de la survie. Mettre du X-crawling dans une partie peut servir à de nombreux aspects du jeu, dont, entre autres, introduire un côté de survie au jeu de rôle, c'est-à-dire gestion de la nourriture, de l'eau, de la chasse, du pillage des lieux abandonnés pour survivre, pour se rendre à un donjon et en revenir. Chaque petite ressource que le groupe a et peut, dans le fond, va être vitale à sa survie. Beaucoup de gens peuvent ne pas aimer cet aspect-là, et je peux comprendre, des fois, c'est comme un peu casse-tête de se dire « Ah, pourquoi, tu sais, faire chier avec le poids et l'équipement? » Puis c'est absolument légitime. Je veux absolument pas vous dire que vous faites ça d'une mauvaise manière, mais parfois, dans un contexte de vouloir mettre un petit peu d'épices de survie dans votre partie, eh bien, c'est intéressant, justement, dans une campagne où se trouve une carte en X-Crawl, de se dire « Ok, tant d'hexagones va nous rendre à... tant de journées va nous faire traverser tant d'hexagones, et ça nous permet de faire de la gestion de justement l'équipement que vous avez, la nourriture que vous avez, et de devoir arrêter dans certaines zones que vous connaissez, que celle-ci a plus de nourriture, plus d'eau et tout ça. Ça met de l'emphase sur ce qu'on appelle le voyage et l'aventure en soi, et non pas seulement l'arrivée, ou plutôt l'objectif n'est pas seulement l'aventure, mais le voyage l'est également. J'ai absolument barouetté cette citation célèbre, mais vous comprenez ce que je veux dire, simplement donner une importance de survie au déplacement des personnages au courant de la partie. Mais il faut faire bien attention, parce qu'une rencontre ne veut pas nécessairement dire une rencontre, c'est-à-dire un échange avec quelqu'un d'autre. Ça peut être des découvertes, ça peut être des lieux, ça peut être des événements météorologiques ou des effets magiques associés à l'environnement, ça peut être bien des choses. L'important, c'est de surprendre les joueurs avec des éléments, des événements
qui peuvent ou non arriver selon le contexte, selon l'endroit où est-ce qu'ils sont, selon aussi en même temps leur ruse. Parce qu'il y a peut-être une certaine stratégie qui peut être reliée aux rencontres aléatoires. Un exemple que je peux mentionner, dans la campagne de Curse of Strahd, si, admettons, vous vous déplacez d'une zone à une autre zone au courant de la journée, eh bien, ce n'est pas le même pourcentage de chances que durant la nuit de rencontrer des dangers, on va dire, particuliers. Fait qu'il y a aussi le contexte de se dire les joueurs sont rusés, ils vont être stratégiques dans leur approche, dans leur manière de percevoir le voyage afin de justement minimiser les dangers de rencontrer une créature qui est absolument horrifique s'ils peuvent bien sûr le faire. Un autre élément que je trouve intéressant de prendre en considération et que vous pouvez peut-être trouver pertinent pour vos parties, c'est tout simplement le concept de se perdre. Si les personnages joueurs voyagent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, il est toujours possible de s'y perdre. Selon le système que vous utilisez, il y a même de fortes chances que celui-ci possède des règles de déplacement et de survie et que ces règles-ci soient combinables avec le concept des Hexcrawl ou comment est-ce qu'on peut se perdre dans un Hexcrawl. C'est-à-dire que si, admettons, un exemple que je trouve très pertinent, que je trouve bien à prendre en considération, c'est que si les joueurs se trompent, eh bien, ils vont traverser un nombre X de Hexcrawl vers la gauche ou vers la droite au lieu d'avancer vers l'avant comme ils devaient le faire. Une petite méthode que j'utilise très personnellement dans mes parties, c'est admettons que je veux que mes personnages se perdent, mais je ne veux pas avoir nécessairement le contrôle sur où ils se dirigent. C'est tout simplement de prendre un des 6, un Hexcrawl de 6 côtés, un des 6 de 6 côtés, vous lancez votre D6 et ça définit par le fait même vers où est-ce que les joueurs s'en vont. Et vous pouvez après lancer un des 4 afin de définir combien de Hex ils ont traversé avant de se rendre compte qu'ils se sont perdus ou qu'ils se sont égarés. Encore une fois, je pense que c'est à prendre avec parcimonie. Je pense qu'il n'y a personne qui a du plaisir à toujours se perdre non-stop puis se rendre compte qu'au final, l'aventure, c'est d'essayer de retrouver son chemin, sauf si vous trouvez ça cool, c'est peut-être possible, je ne vais pas juger vos goûts, mais pour ma part, de temps en temps, là, une petite gang qui se perd puis qui s'éloigne du chemin décidé d'avance, là, moi je trouve que ça permet des belles surprises, des belles découvertes, et ça permet aussi d'envoyer des joueurs vers des zones qu'ils n'auraient pas nécessairement visitées préalablement. Un autre élément que je trouve important de prendre en considération, il s'agit des biomes. En fait, lorsque vous regardez une map en Hexcrawl, une map avec des hexagones, chaque biome va souvent représenter une zone ou un territoire précis. C'est ainsi que vous pouvez dire, ben, ce biome-ci, c'est un désert, l'autre à côté, c'est un cours d'eau, l'autre à côté, c'est quelque chose d'autre. Selon votre désir de vouloir garder ça le plus logique possible, eh bien, c'est tout à fait possible de prendre en considération que certaines zones ne peuvent pas se trouver à proximité de d'autres zones. Mettons un désert à côté d'une toundra. Mais si jamais vous voulez réellement que ça soit le plus flyé possible, il n'y a rien qui vous empêche de me dire d'aller péter dans les fleurs et de faire comme bon vous semble, je ne vais pas être là pour vous juger. Différents biomes peuvent changer votre façon de voyager, rendant impossible de monter à cheval ou même en charrette selon l'endroit. Peut-être qu'une zone est une zone hyper montagneuse et c'est impossible d'avoir un cheval à cet endroit. Dans le même temps, la météo et le terrain sur lequel les joueurs vont se promener peuvent également énormément modifier à la vitesse à laquelle ils vont se déplacer. C'est là que je trouve pertinent ce que j'ai mentionné tout à l'heure concernant l'heure ou plutôt le temps donné pour pouvoir se déplacer d'un biome à un autre, d'un hexagone à un autre. Un hexagone où est-ce qu'il va avoir une gigantesque montagne, et bien pour ma part, elle va prendre beaucoup plus de temps à traverser que l'hexagone à côté qui va être par exemple une petite plaine. Fait que c'est possible de se dire que à une vitesse plus lente que d'habitude, eh bien ils vont faire seulement 3 hexagones plutôt que 2 si mettons c'est une série de montagnes, tout dépendant aussi du nombre d'heures que les joueurs veulent avancer. C'est toujours possible aussi de calculer justement la distance avec les biomes en hexagone, de se dire qu'à une journée normale, les joueurs vont traverser on va dire 6 hexagones, eh bien aujourd'hui, vu qu'ils sont dans une zone montagneuse, eh bien, ils ne peuvent qu'en traverser 3. C'est comme une autre méthode, si on veut, de calculer la distance en prenant en considération les différents types de biomes qui sont présents dans la partie. Maintenant, je vais vous présenter une petite manière très personnelle sur comment construire un Hexcrawl un peu sur le pouce. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire ça. Vous pouvez prendre ma manière et la transformer et la recracher comme vous voulez. Pour ma part, c'est un peu comme va le fameux proverbe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'étais allé chercher plein d'outils sur Internet que j'ai trouvé pertinents, je les ai mixés ensemble et ça a donné
ceci. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous trouvez pertinent là-dedans. Et même que je serais curieux que si vous me mettez en commentaire ce que vous utilisez en fait pour faire des X-crawl un peu sur le pouce, ou même votre manière longue et super élaborée sur comment construire vos X-crawl, je serais très 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 intéressé à pouvoir vous lire. Donc, tout d'abord, pour commencer, je vais prendre le X et je vais le définir comme soit étant un rural frontalier ou sauvage. Quand je dis un X, je parle d'un seul hexagone sur un territoire de plusieurs hexagones. Je vais le définir comme un rural frontalier ou sauvage. Rural, c'est une zone qui est quand même fortement habitée. Frontalier, c'est la limite d'un territoire habité. Et sauvage, c'est vraiment la pleine brousse sans chemin ni rien. Et ça permet de définir le risque, si celui-ci est faible, moyen ou élevé. Ensuite, pour chaque hexagone, je vais lancer un D20 afin de savoir qu'est-ce qui va se trouver à l'intérieur de cet hexagone-ci. Et ça va être différent selon le type d'hexagone que c'est. Donc, si c'est un rural de 1 à 14, il n'y a rien du tout. De 15 à 18, il y a un point de repère, c'est-à-dire quelque chose de visuellement intéressant dans l'environnement, dans l'étude des terrains, quelque chose comme ça. 19, ça va être un événement particulier. Et 20, ça va être un monstre. Donc, vous comprenez que les monstres ne peuvent pas nécessairement arriver très souvent dans une zone qui est fortement habitée, ce qui est quand même, on va dire, assez logique. Ensuite, de manière frontalier, pour un hexagone frontalier, de 1 à 11, c'est rien. De 12 à 15, c'est un point de repère. 16-17, c'est un événement. 18-19, c'est un monstre. Et 20, c'est ce qu'on va appeler une forteresse. Forteresse n'est pas vraiment, on va dire, a priori une forteresse. Imaginez pas nécessairement un gigantesque château perdu un peu nulle part. C'est plutôt un occupant ou du moins une force présente qui n'est pas préalablement celle que vous pensiez connaître. C'est-à-dire, par exemple, mettons que vous êtes dans justement une zone frontalière, eh bien, vous savez qu'est-ce qui se trouve derrière vous, vous savez c'est quoi le peuple qui se trouve derrière vous. Eh bien, devant vous, dans l'espace sauvage, au-delà de la zone frontalière, eh bien, c'est possible que vous tombez sur une forteresse de gobelins, par exemple. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, oh shit, ok, il y a vraiment la présence d'une force probablement ennemie, ou du moins ambiguë, en grande présence, et ce genre d'événement-là n'arriverait pas dans une zone rurale parce que c'est une zone qui est définie, qui est habitée et qui est connue. Donc, c'était à peu près ça. Et finalement, pour un hexagone sauvage, on va dire que 1 à 8, il n'y a rien. 9 à 12, c'est un point de repère. 13 à 15, c'est un événement particulier. Un monstre sur 16 à 19. Et encore une fois, une forteresse, dans le fond, si vous atteignez 20 sur votre D20. Et là, je vais décortiquer un peu qu'est-ce que c'est chaque définition, qu'est-ce qui se trouve dans chaque hexagone. Rien, eh bien c'est un hexagone vide, il n'y a rien d'intéressant. Je peux comprendre que ça peut être plate, alors vous pouvez tout simplement baisser dans le fond le pourcentage de chance qu'il ne se passe rien dans un hexagone, sauf qu'à un certain moment donné, s'il ne se passe rien, les joueurs vont trouver probablement quelque chose à faire, parce que s'ils ont tout le temps un peu dans l'action, ils ont besoin de temps en temps de se reposer, de reprendre leur souffle, d'échanger entre eux et de pouvoir reprendre leur force ou même se soigner. Pour, on va dire, un point de repère, j'ai une table, dans le fond, une table de 1 des 20 pour, on va dire, qu'est-ce qui pourrait arriver en termes d'environnement ou en termes de visuel, qu'est-ce qu'il y a sur ce terrain-là. Est-ce qu'il y a une chute d'eau? Est-ce qu'il y a on va dire, une espèce de pont? Est-ce qu'il pourrait avoir un canyon ou peut-être même une tour abandonnée? Est-ce qu'il y a un campement qui a été laissé à l'abandon justement récemment? Il y a un temple? Est-ce qu'il y a même un château qui est détruit? Bref, c'est vraiment qu'est-ce qui va tapisser un peu l'environnement autour. C'est à vous de voir, là, rendu là, je ne vais pas nécessairement vous dire chaque chiffre de 1 à 20, qu'est-ce que c'est, mais c'est pour vous donner une idée. Même chose pour les événements, encore une fois, ça va être dans le fond un D20 que je vais lancer, et chaque événement est plutôt une prémisse pour une rencontre aléatoire ou un scénario. Ça peut être par exemple, c'est souvent des mots-clés. Par exemple, quelqu'un qui s'est perdu. Vous rencontrez quelqu'un qui, dans le fond, est blessé. Le reste d'une caravane avec un survivant. Vous trouvez des gens qui recherchent un trésor caché. Bref, c'est un événement qui va peut-être pousser les aventuriers à aller un peu plus loin, à découvrir un peu plus qu'est-ce qui se déroule autour d'eux. Et finalement, pour les monstres, eh bien, je ne vais pas vous nommer un des 20 monstres, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce qui se trouve dans votre partie et aussi qu'est-ce que vous considérez important d'avoir comme type d'antagoniste ou de type de rencontre aléatoire de créatures.
vous pouvez peut-être même prendre en considération le fait que les monstres vont peut-être avoir une certaine logique avec le type de terrain. Donc, si c'est juste d'une toundra, eh bien, on va pas croiser un serpent sonnette. Alors que si vous êtes dans un désert, vous n'allez pas nécessairement croiser le Yeti. C'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je pense que c'est un des concepts les plus utilisés de rencontrer une bestiole qu'on va trucider à bon plaisir. Et finalement, eh bien, la forteresse, comme je l'ai dit, c'est très rare. On s'entend le pourcentage de chances qu'on tombe sur une forteresse ou du moins un lieu de puissance, on va dire appeler ça comme ça, une espèce de lieu conséquent, une force en place, et plutôt bas. Donc, rendu là, je ne me fais pas un des 20 de possibilités. J'y vais avec, en fait, la campagne en soi. Qu'est-ce qu'il se trouverait à la lisière de ces territoires-là? Qu'est-ce qui se trouverait vraiment dans cette zone sauvage-là? Qu'est-ce qui est logique d'avoir selon la partie? Ça ne sera pas du tout la même chose. Et ça va être surtout quelque chose qui va être plus préparé d'avance. Et que je sais que si je tombe sur le 20, eh bien, je vais faire, OK, là, on ressort les big guns, puis on est rendu là. Et par la suite, maintenant, en fait, que j'ai créé mes hexagones de manière, on va dire, séparée, je peux les coller ensemble, ou du moins créer la map ensemble, la carte, afin de faire une zone logique, comme quoi plusieurs hexagones vont créer un espace rural, d'autres hexagones vont être une zone frontalière, alors que les autres vont être un espace sauvage. Et c'est ainsi que vous avez votre carte d'hexagone prête. Ta-da-da-la-la. Magie. Hey, merci. Merci d'avoir écouté ça. Je veux prendre quelques minutes, en fait, pour seulement vous mentionner quelques jeux de rôle qui utilisent de manière intéressante le concept du X-Crowd. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, si jamais vous voulez creuser un peu plus loin, on va dire les idées, bouncer des concepts, mettre de l'avant des techniques, je serais toujours curieux de vous entendre en commentaire. J'ai posé des questions dans mon entourage, je me suis fait sortir des super bonnes idées. Malheureusement, je ne peux pas tous les dire parce que la vidéo commence déjà à être assez longue, mais je vais en nommer quelques-unes. On va commencer avec Forbidden Lands de Free League Publishing, un jeu élégant qui mélange un hommage OSR avec un système de Mutant Year Zero, c'est-à-dire le Year Zero Engine. On parle entre autres de Alien, si vous connaissez, ou Mutant Year Zero, c'est des jeux qui utilisent ce type de système-là. Forbidden Lands est vraiment un super boîte à outils pour du hexagone, c'est de l'exploration, c'est du voyage. Mais pour moi, c'est du bonbon. Ensuite, Oltré de John Grumpf, je pense que c'est le premier jeu X-Crawl que j'ai joué de ma vie, de ma saine vie. Un jeu qui a vraiment ce concept-là et qui le met en place de manière magistrale parce qu'il y a des petites cartes qui viennent avec le jeu où est-ce que vous les pigez et ça vous permet d'avoir des mots-clés qui vont définir un peu qu'est-ce qui se trouve dans votre X-Crawl. Ensuite, il y a The Dark of Hot Spring Island, qui est un high fantasy sandbox adventure qui n'a pas vraiment de système associé à ça, qui peut être utilisé pour n'importe quel système de jeu. C'est deux gros gigantesques livres dans lesquels il va y avoir une description totale d'une zone qui s'appelle justement de Hot Spring Island. Et pour vrai, God damn que c'est beau. C'est vraiment des super beaux livres avec des super belles idées pour un environnement qui est un peu plus, on va dire, tropicaux. C'est vraiment très dans des îles presque des Caraïbes et tout ça. Et pour ma part, je rêve le jour où je vais pouvoir mettre la main sur ces ouvrages-là. C'est vraiment des très belles boîtes à outils. Il y a ensuite Fever Swamp. Fever Swamp de Melsonia Art Council, la gang qui ont fait Troika. C'est une excellente aventure X-Crawl qui explore une zone marécageuse et c'est pour la 5e édition de Donjons Dragons. Donc si c'est vraiment votre jam et que vous ne jurez que par la 5e, sautez là-dessus si vous trouvez ça physiquement ou sinon le PDF sur Drive2RPG. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment un très bel exemple de X-Crawl. Il y a ensuite, bien sûr, The Isles of Dread, sorti en 1981, qui est une bonne aventure d'introduction, qui a fait un bon exemple de X-Crawl dans les premières moutures de Donjons Dragons. Il y a ensuite Bone Marsh, de Nave, plutôt basé sur le Nave de Ben Middleton, qui est une boîte à outils, encore une fois, qui permet l'exploration de swamp. C'est une thématique que j'aime beaucoup, les marécages. Fait que pour vrai, c'est, encore une fois, aussi, je vais mettre le lien dans la vidéo, il y a vraiment beaucoup de possibilités, des belles rencontres aléatoires, des belles concepts pour pouvoir comprendre le déplacement dans les marécages, dans les zones un peu plus humides. Pour ma part, c'est à essayer. Et finalement, Times That Fry Men's Souls, qui est un X-Crawl vraiment plus rural sur les colonies à New York et aussi les alentours, avec une touche, on va dire, de surnaturel et de paranormal. C'est vraiment quelque chose de vraiment plus flyé qu'on est moins habitué, mais pour ma part, justement, je trouve que ça sort du médial fantastique. Je vous conseille fortement de jeter un œil là-dessus. Encore une fois, le lien va être dans la vidéo.
Et c'est ce qui conclut cette vidéo d'introduction sur le concept du design de Hexcrawl. Encore une fois, je veux juste vous rappeler, ce n'était pas une explication exhaustive où j'ai passé en revue l'origine de ce concept ancestral datant de l'Antiquité. C'était en plus une petite mise en bouche avec quelques petits concepts ici-là, quelques petits trucs, des petites astuces. Je serais très curieux de vous entendre dire, de vous entendre écrire en fait en commentaire sur votre manière de faire, comment est-ce que vous avez vu ça, est-ce que je vous ai appris des choses, est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez me partager, est-ce qu'il y a d'autres ouvrages que vous considérez qui sont très très intéressants à explorer pour du Hexcrawl. Et pour les autres, eh bien, je vous conseille de liker, commenter, partager ça, envoyer ça à votre voisin qui aime bien les Hexcrawl, peut-être même à votre grand-mère qui sait, peut-être que c'est une grande fan. Et on se dit à la prochaine!